Et vous êtes sur place, hein, vous le constatez, vous l'avez dit tout à l'heure, plus rien ne marche au Congo-Brazzaville, tout le monde est conscient. La preuve, nous avons même parlé de cette marche organisée par des jeunes, malheureusement étouffée par la gendarmerie, qui ont voulu marcher, une marche pacifique contre la misère. Ça dit tout. Comme quoi, plus rien ne marche au Congo-Brazzaville. Alors, on nous parle donc d'une crise financière aiguë. Pour un petit pays comme le Congo-Brazzaville, producteur, j'aime bien le rappeler, et c'est une réalité, producteur du pétrole tout de même, et du bois, des minerais, et il y a beaucoup de potentialités au Congo-Brazzaville. Euh, quel commentaire faites-vous à ce sujet? Et vous nous direz ce que vous en pensez d'ailleurs. En tout cas, Monsieur Christian Perret, je vous dis que c'est la corruption qui détruit le Congo. Le Congo est immensement riche. Lorsqu'un pays arrive à faire des excédents budgétaires, jusqu'à mettre de côté 14 000 milliards, on ne peut plus parler de crise dans ce pays. Vous parlez d'endettement. Donc, le pays est mal gouverné. Et les gens, ces membres du gouvernement-là ne sont pas patriotes. Il manque aujourd'hui des patriotes au Congo. Parce que hier, quand les Ndala partaient en mission, une fois la mission terminée, s'il y avait de l'argent qui restait, ils venaient restituer au trésor public. Mais aujourd'hui, c'est gênant et peinant à la fois de parler de cessation de paiement dans un État qui a fait des excédents budgétaires à quelques mois. 14 000 milliards. Donc, le mal du Congo, c'est la malgouvernance, ce sont les mécanismes de corruption mis en... La corruption est devenue officielle. Au Congo, pour que tu sois maintenu à un poste, il faut que tu voles. Salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à R7. Depuis la disparition de Guy Brice Parfait Colonna le 21 mars 2021, vous l'avez probablement aussi constaté que son parti politique connaît une crise structurelle et organisationnelle. Le silence de ce parti sur les questions brûlantes de l'actualité congolaise interroge. Que se passe-t-il réellement au sein de l'UDH-Yuki? À qui profite le crime? Quel est le nouveau visage de ce parti? On en parle aujourd'hui avec René Mokono, membre du Conseil national de l'UDH-Yuki, président départemental de Pointe-Noire. Bonjour René. Bonjour, Monsieur Christian. Très heureux de vous avoir encore sur le plateau de R7. Alors, pourquoi ce silence au niveau de votre parti sur les différentes crises que connaît le Congo-Brazzaville? On parle de la crise financière aiguë, profonde, s'il faut le dire. Il y a même un ministre qui a parlé, qui a dit que le trou est profond. Il s'adressait donc j'allais dire, aux retraités sur les questions de leur pension. Le trou est profond, très profond. Il y a aussi la crise sur les accords de cession des terres arabes du Congo-Brazzaville au Rwanda. Là, on n'entend pas Yuki, l'UDH Yuki. C'est curieux, c'est quand même, c'était jusqu'à l'élection présidentielle de 2021, c'était la deuxième force politique au Congo. Bon, d'abord, je vous remercie infiniment, Monsieur Christian Perrin. Je remercie R7 également, cette chaîne qui est déterminée pour aider les Congolais et les Africains en général à s'exprimer. Je vous en prie. Bon, le silence à l'UDH-Chouki est dû au fait que jusqu'à ce jour, l'UDH-Chouki n'a pas encore son président depuis la mort de Gubis Pafé-Koïla. Nous sommes allés au Congrès le 10 juillet 2023. Bon, l'UDH-Chouki a eu la malchance d'avoir un successeur par intérim qui ne porte pas le parti et qui est venu se venger.
Et donc, dès que nous sommes partis au Congrès, qui devait prendre que 2 jours, nous avons fini la première partie et il restait l'élection du président. Et compte tenu du fait qu'il a voulu imposer le candidat, les congressistes sont opposés. Et donc, le Congrès a été suspendu. Entre-temps, nous étions donc déterminés à poursuivre les travaux parce qu'à l'UDHUKI, c'est le président de l'UDHUKI qui est élu. Une fois élu, il met en place le bureau politique ou la structure nationale dirigeante du parti. Comme jusque-là, on n'en a pas. Et donc, c'est pourquoi nous nous battons pour que le Congrès se tienne. Malheureusement, il a été suspendu. On a voulu relancer le 19 mars. Bon, nous étions en difficulté de financement. Nous avons repoussé 7 avril. On avait déjà obtenu les documents, les autorisations de l'État. Et malheureusement, nous avons été désagréablement surpris le 7 avril, un empêchement. Qu'à cela ne tienne, l'UDH-Chouki, sa base reste constante, mais il manque donc de leader. Nous sommes en train de nous battre et pour cela, nous avons saisi une institution congolaise dénommée Convention pour la paix et la reconstruction du Congo. Nous avons saisi cette institution, une institution assez puissante qui a pu régler le différend, la guerre du Poul, qui a duré plus de 20 ans. C'est grâce à cette institution que la paix est revenue dans le Poul. Et donc, nous avons pensé que, puisqu'il y a eu émission d'une autorité ministérielle sur la réalisation de ce congrès, la médiation qui était assurée par le ministre Michel Mapouya ne pouvait plus tenir, tant entendu que ça devenait un conflit entre l'UDH et l'État. Bon, entre-temps, nous avons été entendus. Le commissariat général pour la Convention pour la paix et la reconstruction du Congo, nous avons entendu, nous avons saisi cette institution, donc les congressistes ont saisi cette institution, nous avons déposé un recours, nous avons été entendus. La partie au moins Oui, mais requérante. entre-temps, René Mokono, entre-temps, il y a un certain Joseph Badiabio, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui a tenté d'usurper carrément voilà, le titre du président de ce parti, se proclamant avoir été élu. Qu'est-ce que ça donne à la date d'aujourd'hui? C'est pour cela que nous avons saisi cette institution, donc la Convention pour la paix et la reconstruction du pays. Étant entendu qu'il y a un bicéphalisme qui semble se présenter à l'UDHT, et lui, lorsque nous regardons, il semblait avoir un petit soutien puisque nombreux ne sont pas pour que Yuki redevienne fort. Et donc, nous avons constaté qu'il y avait un petit apport de la part de certains ministres du gouvernement. Et c'est pour cela la population, les militants sont montés, les militants étaient en colère, et nous avons pensé qu'au lieu de laisser les militants en colère comme ça, que nous réglons le problème nous-mêmes, parce que nous sommes capables de régler le problème nous-mêmes, malheureusement, il y aura un soulèvement. Et pour éviter que la paix soit compromise, Yuki étant parti de paix, nous avons saisi cette institution. Et cette institution nous a convoqués là-bas, il nous a entendus, il a entendu Badiabio, et sa suite, il a entendu, c'est présidé par le commissaire général Marius Mwabenga. Donc, ils nous ont entendus, ils ont entendu Badiabio, ils ont entendu les facilitateurs de cette crise. Et aujourd'hui, ils ont la véracité des faits. Maintenant, il est resté qu'ils entendent le ministre de l'Intérieur, qui est l'un des piliers de ce conflit. Bon, mais il était très pris par beaucoup de situations entre-temps. Et donc, il ne reste que son audition pour que nous arrivions à une rencontre en plénière pour regarder comment repartir au Congrès. Élire Pardon, le président de René l'UDH. Mokono, vous avez dit il reste à entendre le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette affaire de...
de Yuki, qui est un parti politique. Mais vous savez, le 7 avril, quand nous devions tenir notre congrès, il y a eu donc intervention du ministre de l'Intérieur qui a intimé l'ordre de ne pas tenir le congrès. Alors que on nous a dit, c'est au téléphone, hein? C'est au téléphone, moi je n'étais pas là, et c'est au téléphone. Il a dit, ne tenez pas le congrès. Bon, alors que les congressistes étaient déjà arrivés, le congrès devait se tenir le dimanche. Bon, les congressistes étaient déjà arrivés samedi. Et la loi prévoit que c'est 48 heures. Ils ont le droit d'interdire lorsqu'une activité peut compromettre la paix ou peut être susceptible de trouble à l'ordre public. Ils peuvent interdire, mais ils ont 48 heures. Malheureusement, nous avons écrit. D'abord, nous avons l'autorisation, on a repoussé la date. Ensuite, nous avons écrit le 12 mars pour leur faire savoir que le 7 avril, nous tenons notre congrès. Et donc, on a eu le ministre et l'administration publique avec tout le temps pour nous écrire, pour nous dire ne tenez pas. Mais donc, il n'y a rien eu, on n'avait rien à reprocher au congrès. Nous avons été désagréablement surpris que le 6 avril, à quelques heures de la tenue de notre congrès, que le ministre intervienne. Et donc, Une on n'a forme, pas voulu faire un bras donc, de fer. voilà, vous parlez là donc d'une forme d'ingérence dans les affaires intérieures de Yuki, parce qu'en réalité, le ministre n'a pas le droit de s'ingérer dans ces affaires-là. Et alors, la suite, c'est quoi? Donc, vous attendez maintenant que cette institution que vous avez finalement contactée puisse programmer, je ne sais pas quoi, vous appeler de nouveau pour, voilà, la suite, pour discuter de ce que cette institution va délibérer, bien sûr, après. Oui, justement, parce que le ministre de l'Intérieur, c'est une personne. C'est aussi une personne qui comprend que la situation de Yuki, ce n'est pas une situation euh, qu'on peut négliger. Vous savez, les militants portent en eux une colère extraordinaire depuis la mort. Et donc, le ministre de l'Intérieur certainement a pris conscience de cela. Et nous sommes certainement sûrs qu'il va réviser ses positions. Encore moins qu'il faut le prouver qu'il avait appelé. Parce que nous avons seulement entendu qu'il avait appelé. Moi, je n'étais pas là. Et donc, cette institution qui est chargée de gérer des questions, toutes les questions qui peuvent compromettre à la paix dans le pays, va tout mettre en œuvre. Nous les connaissons compétents. Vraiment, c'est des messieurs sérieux. Et certainement que le ministre va revenir à la raison, si c'est bien vrai que c'est lui qui avait appelé. Mais ce qui est Et sûr, donc, oui. c'est que nous repartons, nous allons nous retrouver d'ici peu en plénière. Toutes les parties en conflit vont se retrouver pour finalement se convenir sur comment repartir au Congrès d'ici là. En ce moment-là, bien que nous avons le président du parti, et Yuki va revivre ses forces d'antan, et nous allons donc donner nos positions sur toutes les questions qui minent le pays. Et Mais comme au moment où nous quoi, parlons, pour l'instant, vous êtes dans une, j'allais dire, une position qui ne vous permet pas, finalement, de vous exprimer sur la vie de la nation congolaise, s'il faut dire comme ça, si tant est que la nation congolaise existe encore. Mais sinon, sur la vie, du Congo, c'est ça. Il n'y a mais personne pour justement, représenter, il n'y a personne pour représenter légalement UDH Yuki, pour l'heure. voilà. Et donc, nous attendons cette invitation-là et pour que nous puissions aller en plénière. Donc, toutes les parties prenantes, nous allons en plénière pour regarder comment repartir au Congrès. Parce que le ministre n'étant pas sur place, dès qu'il revient, comme tout le monde est conscient que le Congo plane beaucoup de problèmes. La paix est très menacée et Yuki ne voulait pas être responsable des badages dans le pays. C'est pourquoi nous avons pensé saisir cette institution. Maintenant, cette institution est en train de s'investir pour que le jour de notre rencontre, que les uns et les autres comprennent que Yuki est un parti politique
bien installé, légalement créé, il n'y a pas de raison qu'on puisse interférer sur la tenue de son congrès et que le ministre, étant le garant de la gestion des partis politiques, doit donc respecter la Constitution. Étant entendu que l'UDH Yuki ne pose aucun acte qui compromet la paix, il n'y a pas de raison que le Congrès ne se tienne plus. Donc, Badiabe, aujourd'hui, étant désavoué par la base, ne peut pas entreprendre une activité qui peut réussir. Il a tenté, ça n'a pas marché. Il ne peut pas structurer. Et il connaît que les militants sont en colère contre lui. Et donc, s'il était président du parti, il devait prendre position sur pas mal de sujets dont on a besoin de l'intervention de l'UDH. Il ne peut Voilà, pas le alors faire parce que... avant de continuer, René Mokono, je voudrais vous faire réagir sur l'actualité, bien sûr, congolaise. Vous avez probablement suivi des jeunes Congolais qui ont tenté une marche. Ils ont tenté une marche pacifique contre la misère. Curieusement, la marche a été dispersée. Les organisateurs, donc leurs leaders, ont été arrêtés. Quel commentaire cela vous inspire? Là, je m'adresse à un membre du Conseil national, un politique chevronné. Bon, en tout cas, M. Christian Perrin, c'est déplorable. C'est déplorable parce que le Congo est un pays démocratique. Le président de la République a toujours clamé haut et fort. Le Congo, c'est un État démocratique, c'est un État de paix. Mais malheureusement, nous ne comprenons pas pourquoi on ne peut pas fournir des efforts pour éviter d'empiéter sur la démocratie. Parce que entre voir un peuple marcher, s'exprimer avec une méthode et une procédure non violente, et voir un peuple qui se soulève comme ça se passe ailleurs, qu'est-ce qui est mieux? Ce qu'ils oublient, c'est quoi? C'est qu'en entravant chaque fois les démarches pacifiques, les revendications pacifiques, les gens finiront par en avoir marre. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Il faut laisser les gens s'exprimer. Il faut réprimander lorsque ceux qui marchent posent des actes de vandalisme. Là, ce n'est pas normal, puisque nous sommes un État de droit. Qui ne sait pas que le Congo est malade sur tous les plans? Qui ne le sait pas? Économiquement, tout est à terre. Le système de santé, les villes sont sales. La vie est invivable au Congo. Donc, il faut permettre il faut faire semblant au moins de supporter ces marches pour dire au moins qu'au Congo, il y a une démocratie à la liberté d'expression. Nous avons déploré cette violence policière. Maintenant qu'il y a de nouvelles autorités de sécurité, nous pensons que les mécanismes devaient changer. Mais maintenant, les violences continuent. Bon, en faisant comme ça, ils ne savent pas peut-être que faire comme ça, c'est pousser les gens à changer de méthode. Et pendant que nous en parlons, René Mokono, vous-même, vous avez été inquiété à un moment donné. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Vous êtes sorti de votre cachette finalement ou voilà, ça continue, les menaces. Oh bon, en ce que je sache, vous savez, les ministres, c'est des personnes aussi. Hein. C'est des personnes. C'est-à-dire, Quand on a mal agi, parfois quand on agit trop mal à un certain moment, on se dit, il faut parfois arrêter. Donc, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas de pression, je n'ai pas de menaces. donc En tout cas, je ne... ça veut dire que celui qui vous menaçait ou enfin, qui vous menaçait a cédé, c'est ça. Il ne le fait plus. Vous êtes maintenant, vous avez retrouvé votre liberté, c'est ça. Bon, tu sais, au Congo, il ne faut pas tout garantir parce que juste il y a 3 jours, un membre de l'UTH Yuki à Kinsuni, dans le quartier de Willimanson,
des policiers ont fait irruption à son domicile. C'est un ancien candidat aux législatives passées, l'honorable Lubangoussou. On est venu le manquer à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenu simplement une réunion de l'UDH dans le quartier. Donc, Badiadio est toujours en train d'instrumentaliser la police pour vouloir mettre la pression sur les acteurs dirigeants de l'UDH. Oui, C'est mais ça clairement fait quand établi même, qu'en fait, que Badiadio fait ça. oui, mais c'est quand même curieux que finalement, au Congo-Brazzaville, quelqu'un civil peut comme ça ordonner une action à des policiers et les policiers s'exécutent. C'est quand même bizarre. Curieux de le savoir. Mais le problème, c'est quoi? En fait, notre regret, M. Perrancé, pourquoi il y a la confusion? Si le ministre de l'Intérieur tient à bien faire son travail, vous savez ceux qui ont été interpellés à l'hôpital de Dolisie, c'est juste une intervention dans les réseaux sociaux Tout à fait, et oui. qui a permis au procureur de la République de se saisir de l'affaire. L'affaire Fred Mais à Makita, oui, oui. nous ne cessons de crier sur l'insécurité et les pratiques de Badiado qui est en train d'instrumentaliser la police. Lorsqu'il n'y a pas de réaction sur ce monsieur, on est obligé de penser que, puisque c'est la police, on est obligé de penser que c'est le ministre de l'Intérieur. Au fond, ce n'est pas lui. Moi, aujourd'hui, je suis convaincu que ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Pour le conflit de menaces à l'UDH-Souki, c'est Badiabio qui instrumentalise la police. Parce que je suis convaincu par rapport à ce qui s'est passé à Kinshuni sur le cas Lubangou. Vous voyez? Donc, on est allé le monter chez lui. Et on a dit, dès qu'il arrive, comme c'est lui qui veut s'entêter, bon, il va nous croiser. Bon, là, nous en parlons, nous avons écrit dans les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas de réaction. Or, tant qu'on ne met pas la main sur Badiabé pour arrêter tout ça, les gens vont s'en prendre au ministre de l'Intérieur parce que c'est lui qui est le garant de la sécurité des biens et des personnes. Vous voyez? Alors, Donc, c'est pour René ça que Mokono, on va nous les passer à appelle. toute autre chose. Il y a également, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu une déclaration hein, sur les réseaux sociaux que j'avais découvert évidemment la déclaration des pacoïstes, c'est ça. C'est comme ça qu'on les appelle. Oui. C'est quoi finalement les pacoïstes, UDH, Yuki, pacoïstes par là? C'est quoi concrètement le lien avec votre parti? Bon, vous savez, étant entendu qu'il y a presque plus de dirigeants légaux, les gens ont soif de Comme voir qui dirait, l'UDH qui le. la nature a horreur du vide. Voilà. Donc, les gens ont soif de revoir l'UDH qui fonctionne. Et donc, ils sont obligés de prendre des initiatives pour tenter de réconcilier le parti. Donc, pendant que nous avons saisi, nous, congressistes, nous avons saisi la Convention pour la paix et la reconstruction du Congo, dirigée par le secrétaire, le commissaire général Marius Mambenga, eux, ils ont pensé mener une démarche pour essayer de regarder avec les belligérants, essayer de regarder comment les réunir pour repartir au Congrès. Bon, nous pensons que s'ils peuvent réussir, c'est bien, mais Mais c'est le souci vraiment de pardon, remonter. pardon, René, est-ce qu'ils n'ont pas connaissance des négociations qui sont menées, comme vous avez dit tout à l'heure, par une institution que vous avez consultée? Et pourquoi eux, ils font Ils encore ont. cette déclaration à côté? Mais le problème, c'est quoi? La vérité est que, M. Christian, à l'UDH, il y a des dirigeants, des candidats qui veulent être candidats à la présidence de l'UDH. Par leur comportement, les militants aujourd'hui ne sont plus d'accord avec eux. Donc, Mhm. quand nous allons repartir au Congrès, c'est sûr que ces frères-là ne seront plus élus. Donc, si nous allons au Congrès sans pour autant au préalable
qu'on parle d'une réconciliation, qu'on s'asseye pour dire, bon, si X passe président, bon, le vice-président serait X. Donc, ils veulent faire une concession. Au fond, c'est ça l'objectif. Ce n'est pas la véritable réconciliation, mais c'est chercher une occasion où les gens discutent au préalable pour se partager la direction politique du parti. Parce que sinon, à quoi ça sert? Puisque déjà, la procédure officielle que nous avons engagée, où les congressistes ont signé, avance bien. Il y a eu ce petit retard parce que c'est un dossier assez complexe. Maintenant, eux, ils se disent que ça tarde un peu. Mais le fond de cette démarche-là, c'est chercher des concessions. Parce que quand on va aller au vote, on ne va pas les voter. On ne va pas voter tous ces bandits-là qui n'ont rien fait pendant les événements de la mort du président parfait, qui ont abandonné l'UDH et les gens savent que les congressistes ne vont pas les voter. Et donc, il faut qu'ils trouvent des compromis avant les élections. Et donc, les gens se cachent derrière cette réconciliation-là pour dire, bon, c'est vrai, bon, pour les questions de la paix, pour repartir au Congrès, bon, toi, tu serais ici. Ils oublient que le parti n'appartient pas aux anciens membres, à ces candidats-là. Le parti appartient aux membres de l'UDHUK. Donc, Alors, c'est René ça, c'est un petit... Mokono, nous avons, je crois, parlé un peu du parti, mais vous savez bien que mon invitation à vous portait beaucoup plus sur votre expertise politique et par rapport à ce qui se passe au Congo-Brazzaville. D'entrée de jeu, j'ai cité la crise financière, économique, une crise profonde, il faut le dire, c'est le cas de le répéter ou de le rappeler. Il y a également la crise sur les accords de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda. On va commencer par la crise financière. Pour le Premier ministre, le Congo est pratiquement, comme qui dirait, en état de cessation des paiements. Et vous êtes sur place, hein, vous le constatez, vous l'avez dit tout à l'heure, plus rien ne marche au Congo-Brazzaville, tout le monde est conscient. La preuve, nous avons même parlé de cette marche organisée par des jeunes, malheureusement étouffée par la gendarmerie, qui ont voulu marcher, une marche pacifique contre la misère. Ça dit tout. Comme quoi, plus rien ne marche au Congo-Brazzaville. Alors, on nous parle donc d'une crise financière aiguë. Pour un petit pays comme le Congo-Brazzaville, producteur, j'aime bien le rappeler, et c'est une réalité, producteur du pétrole tout de même, et du bois, des minerais, et il y a beaucoup de potentialités au Congo-Brazzaville. Euh, quel commentaire faites-vous à ce sujet? Et vous nous direz ce que vous en pensez d'ailleurs. En tout cas, M. Christian Perret, je vous dis que c'est la corruption qui détruit le Congo. Le Congo est immensement riche, immensement riche. Lorsqu'un pays arrive à faire des excédents budgétaires, jusqu'à mettre de côté 14 000 milliards, on ne peut plus parler de crise dans ce pays ou parler d'endettement. Donc, le pays est mal gouverné. Et les gens, ces membres du gouvernement-là ne sont pas patriotes. Il manque aujourd'hui des patriotes au Congo. Parce que hier, quand les Ndalagraï partaient en mission, une fois la mission terminée, s'il y avait de l'argent qui restait, ils venaient restituer au trésor public. Mais aujourd'hui, c'est gênant et peinant à la fois de parler de cessation de paiement dans un État qui a fait des excédents budgétaires à quelques mois. 14 000 milliards. Donc, le mal du Congo, c'est la malgouvernance. Ce sont les mécanismes de corruption mis en... La corruption est devenue officielle. Au Congo, pour que tu sois maintenu à un poste, il faut que tu voles. Et quand tu voles, C'est-à-dire, pour être maintenu à un poste, il faut voler. il faut voler. Vous Quand êtes tu en, voles, tu es un bon ministre. Vous êtes en train de faire allusion, bon, le nom, j'ignore un peu le nom, hein, de celui qu'on vient de nommer là, qui défraie d'ailleurs la chronique, ce monsieur que tout le monde a connu, était dans les rangs de l'armée, un lieutenant, je crois, on s'entend,
et qui détournait même l'argent de l'armée. Ça, tout le monde le sait, et je peux le dire, les éléments existent, qui avait même détourné de l'argent, je crois, à la SNCF, des milliards en plus. Il a même été radié de l'armée. La note existe, on l'a retrouvée, elle circule même sur Internet. Et curieusement, on apprend, bon voilà, un matin, il vient d'être encore nommé par qui en plus? Par le Premier ministre, Anatole Kouninemakosso. Et là, tout le monde commence à se poser la question, mais c'est quoi ce pays finalement? C'est quoi? Et le Et voilà, message qu'on envoie aux jeunes, c'est quoi? Ces jeunes diplômés qui attendent être employés, qui attendent du boulot. On va prendre un voleur que tout le monde sait que c'est un voleur. Il a été radié même des rangs de l'armée. On vient le nommer, voilà, et les autres doivent regarder. C'est quoi le message qu'on bon, envoie aux jeunes finalement? mais je vous dis, moi j'ai connu des premiers ministres, mais celui-là, sincèrement, ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut du pays. Le président de la République, sincèrement, a du pain sur la planche parce que quand il nomme un premier ministre, vous regardez avec l'âge qu'il a, mais moi, le premier ministre a les énergies qu'il faut. Et nous devons quand même avoir connaissance des ressources humaines. Bon, sincèrement, Monsieur Christian, vous pouvez imaginer, même au niveau des examens, il y a une sœur qui vient d'être admise et on a remplacé son nom par une autre personne. Donc le code, c'est son code. Elle est admise à la proclamation, on a mis le nom d'une autre personne. Donc, comme pour dire, c'est le désordre total et C'est le désordre généralisé au total, Congo. c'est invivable. Je vais vous envoyer, vous verrez donc la pauvre qui brillait, qui est pour elle admise à la proclamation, elle est échouée et on a remplacé le nom d'une autre personne, mais le code, c'est son code. Dans quel pays vous avez vu des choses comme ça? Et le président a bien dit que le verre est dans le fruit, mais il est dans le fruit. Et donc, Évidemment, il est dans le fruit parce que le cas que nous étions en train de rappeler tout à l'heure, le lieutenant Lionel Eyoka, je crois, c'est ça son nom, qui a détourné 6 milliards, hein, 6 milliards à la SNCF. On l'a vu dans les vidéos en train de se balader avec, mais vraiment des liasses d'argent. Je ne sais pas à quoi cela ressemblait. Donc, on comprend bien que ce monsieur est d'une moralité, mais vraiment douteuse. Et c'est celui-là qu'on nomme encore. Qui le nomme? C'est le Premier ministre. Et donc, quelqu'un me disait d'ailleurs, mais finalement, comment convaincre nos enfants à nous qu'il faut aller à l'école, faire des efforts, réussir à l'école pour qu'un jour, ben voilà, qu'ils deviennent des hommes respectés, respectables. Lorsqu'on a des exemples comme ça qu'on nous montre au haut sommet de l'État, comment expliquer à l'enfant qu'il faut aller à l'école pour réussir? Ah bah, bref, c'est une parenthèse que je venais d'ouvrir, mais il y a un autre cas, ça aussi je voudrais avoir un peu votre avis là-dessus, c'est le ministre Claude Alphonse Silou. Je ne sais pas si vous avez vu ce décret ministériel qui circule sur la toile, qui vient d'être naturalisé français. Et je crois que le décret est sorti, c'était quand? Hier, le 26, oui, le 26 juillet. Donc, à ses 75 ans d'âge, Claude Alphonse Silou, qui est ministre congolais en fonction, vient d'être naturalisé. Et quelqu'un disait d'ailleurs, mais finalement, le Congo est devenu un deal. Finalement, et vous parliez d'ailleurs du patriotisme au début. Vous avez dit ceux qui dirigent le Congo ne sont pas patriotes. Voilà un exemple. Un monsieur qui a été ministre ou qui est resté longtemps ministre au Congo-Brazzaville, à ses 75 ans, il va être naturalisé. Comme quoi, il s'est servi au Congo, il s'est fait des milliards, voilà, et puis il prépare à aller se reposer en France, désormais. Donc, quand il a fini de voler, de piller, de s'enrichir illicitement au Congo, désormais, il va aller s'installer, voilà, en France, où il a été naturalisé. Et jusque-là, on n'a pas encore entendu la réaction du gouvernement congolais là-dessus. Bon, Monsieur Christian, vous savez,
le Congo laisse à désirer. Hein. Et donc, vous comprenez aussi que le ministre Silou, bon, il est dans ses libertés, bien sûr, mais seulement les gens Non, sont dans ces conscients libertés, que... moi je veux bien, c'est une personnalité politique, c'est un ministre. C'est ça qu'il faut Mais rappeler. Un ministre du justement, gouvernement. justement, j'arrive. Justement, j'arrive. Il est conscient du mécontentement du peuple congolais. Il est conscient que telles que les choses sont en train de se faire là, on est en train d'empiéter sur les libertés. On est en train d'affamer les populations. On est en train de pourchasser tous ceux qui semblent se débrouiller. Et quand on regarde ce qui se passe autour des autres pays là, les gens ont peur, ils ne veulent pas le dire. C'est comme qui dirait il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Parce que sinon, pour quelles raisons? Surtout qu'en France, au moment où nous parlons, on est en train de voir rapatrier les Africains chez eux. Là-bas, c'est dur le En fait, problème vous êtes de en train de nationalisation. dire, Claude Alphonse Silou prépare en fait sa fuite parce que, bon, probablement qu'il a bien analysé, comme qui dirait, il y a des signes qui ne trompent pas, donc il faut déjà commencer à faire ses valises, on ne sait jamais ce qui va arriver. Parce qu'on ne Mais peut pas sinon, comprendre que quelqu'un qui a servi à ce niveau-là, un pays, qu'il pense aller se reposer ailleurs, c'est-à-dire pour dire, ah non, 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 moi avec votre Congo-là, plus rien n'est clair, moi je m'en vais. C'est ce que ça veut mais dire. voilà, C'est grave. mais voilà, voilà puisqu'il a écrit. Il a écrit, il a semblé dénoncer un certain nombre de choses. Alors qu'il a été là, ça fait des années, parmi les ministres les mieux placés, ministres d'État. Et donc, c'est des gestes, en fait, quand on regarde bien, et qui confirment qu'au Congo, plus rien ne marche. Déjà, quand vous allez dans les hôpitaux, ce n'est pas la peine. À la morgue, ce n'est pas la peine. Et donc, moi, je pense, c'est mon avis personnel, euh, cette prise de nationalité française du ministre Silou, à mon avis, c'est même l'univers qui a voulu nous aider à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Hein, il y a quelque chose qui ne tient pas parce qu'il n'y a pas de raison fondamentale qui puisse le permettre d'avoir cette nationalité s'il n'a pas envie de vite quitter le Congo. Donc, c'est Donc, quand même... alors, vous disiez que vous ne comprenez pas que le Congo puisse se retrouver dans la situation actuelle, la crise financière, j'allais dire, économique et financière, un pays qui a brassé des milliards. Vous avez même rappelé que le Congo a eu des excédents budgétaires dans l'ordre de 14 000 milliards. C'est quand même 26 milliards de dollars américains, l'équivalent de 7 ans de budget du Congo-Brazzaville. Et donc, vous ne comprenez pas que le Congo se retrouve dans une telle situation. Et vous avez dit que cela est visiblement dû à la corruption généralisée au Congo-Brazzaville. C'est bien ça. Mais c'est bien ça. Maintenant, ce qui semble nous donner l'espoir, c'est que le procureur de la République, à travers, que je félicite d'ailleurs, à travers le procès de l'hôpital de Dolisie, parce que d'aucuns critiquent, il y a des gros poissons, il y a ceci, oui, il a commencé. Et certainement qu'il y aura beaucoup d'interpellations. Il y aura beaucoup d'interpellations. Nous exhortons le procureur de la République, parce qu'il suffit qu'on interpelle tous ceux qui ont amassé des milliards, qu'ils ont gardés dans les Panama Papers, que cet argent revienne au pays, comme ce qu'a fait le Gabon, le Burkina Faso, le Congo ne va plus s'endetter. Il ne va plus s'endetter comme le procureur de la République commence à s'auto-saisir pour intenter des actions de justice. C'est vrai que les gens critiquent, mais il faut toujours commencer. Il a commencé. C'est sûr qu'il va poursuivre avec les gros poissons. Et encore, le ministre de l'Intérieur a aussi intenté une action en justice, ce qu'on ne voyait pas. Et nous espérons aussi que le ministre de l'Intérieur aussi va continuer à intenter des actions en justice. Parce que ça n'existait pas. C'était incroyable au Congo. C'était du jamais vu.
Mais quand même, Espérons bien que, voilà, bon, moi, je ne crois pas toujours, mais bon, si c'est une prise de conscience de leur part, pourquoi pas, ça sera dans l'intérêt des Congolais. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, si on rapatriait tous les milliards qui ont été volés, planqués dans les paradis fiscaux, le Congo s'en sortirait très bien. Vous avez rappelé tout à l'heure les 14 000 milliards qui ont été dilapidés, donc du fonds de garantie des générations futures. La dette congolaise à l'extérieur, bien sûr, c'est 8 000 milliards. Au 31 décembre dernier, bien sûr, c'est 8 000 par là, 8 000 milliards, 500 millions de francs CFA. Et donc, si on rapatrie les 14 000 milliards, on peut facilement payer toute la dette. mais il n'y a, Donc, c'est ce que... mais il y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup, beaucoup de projets, beaucoup d'argent dilapidé. Oui, il y a beaucoup Hein, des d'argent affaires mal dilapidé et on venues. aime bien le rappeler. Nous avons ces 5 Congolais, les dignitaires du pouvoir de Brazzaville, notamment Jean-Jacques Bouya, vous avez Gilbert Ondongo, vous avez Lucien Ebata, Denis Christelle Sassou Nguesso, vous avez aussi Richard Itoa Abrudo. Voilà. Ces 6-là ont volé l'État congolais. Ils ont volé 5 500 milliards. 5 500 milliards de francs CFA planqués dans les paradis fiscaux. Pour ceux qui veulent voilà, se rendre à l'évidence, il vous suffit de consulter les rapports Panama Papers. Il y a encore 5 autres Congolais qui sont allés planquer 9 000 milliards, donc 16 milliards de dollars de francs CFA dans les banques chinoises. Nous rappelons ces informations tous les jours pour donner évidemment la possibilité à ceux qui peuvent prendre conscience de trouver des solutions aux problèmes qu'ils ont créés, parce que ça ne sert à rien de venir narguer les Congolais, dire qu'il n'y a plus d'argent au Congo-Brazzaville. Et donc nous disons, et ça c'est ce que nous citons, ça c'est des grosses sommes. Mais entre-temps, sur place, on a entendu dire la disparition de 160 milliards au ministère de la Santé. Après, avant, on nous avait parlé de 25 milliards de la ligne de dépenses Covid. Jusque-là, en fait, c'est beaucoup d'argent dehors qu'on peut rapatrier pour payer la dette congolaise et rendre les Congolais heureux. Et c'est à ce sujet que je voulais vous faire réagir également parce que il y a une coalition des ONG congolaises, des ONG locales qui avaient porté, enfin, déposé plainte contre X pour détournement de 14 000 milliards. Le procès, je crois, bon, la plainte a tout de même été déposée. Et donc, il se pose maintenant un problème des honoraires. Parce que qui dit procès doit dire argent. Et à votre niveau, quel pourrait être votre message à envoyer aux Congolais, aux yukistes? Bon, Monsieur Christophe, c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative. Vous savez, au pays, les gens sont malheureux. Hein? Les gens sont très malheureux. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains comptent sur les diasporas, hein, comme la diaspora du Sénégal. Ils se sont investis parce que là-bas, parce qu'ici, nous vivons, Monsieur Christian. Nous ne vivons pas. C'est une bonne procédure. Normalement, cela devait être soutenu. Mais le Congo n'a plus d'hommes d'affaires. Tous les hommes d'affaires véritables qui étaient ici, on a tout fait pour les faire échiquer. Les Ludovic Samba à Pointe-Noire, qui avait un armement machin au port, avec sa société Samariti, Congo Lima et tout ça, tous les hommes d'affaires véritables ont été appauvris. On a tout fait pour les appauvrir. Donc, normalement, les diasporas, nous interpellons les diasporas. Parce qu'eux, au moins, là-bas, il y a la liberté, il y a un peu de moyens et tout. Ici, nous vivons tant. Monsieur, ça, Oui, c'est mais dur. vous avez peut-être raison, mais dans le même temps, il faut dire que il n'y a pas de liberté sans sacrifice. Les Congolais doivent le comprendre. On ne dira pas quand même que les Congolais n'ont pas 100 francs pour aller acheter, je ne sais pas, les beignets. On les voit aussi dans les nightclubs. Bon, oui, chacun est libre de vivre, mais si jamais chaque Congolais pouvait prendre ne fût-ce que 100 francs CFA à mettre dans cette petite caisse,
C'est quand même 6 millions de Congolais. On nous dit que désormais, les Congolais sont à 6 millions d'habitants. Oh, tu Bon, parles. je vais faire court. On prend par exemple 4 millions de Congolais. Si 4 millions de Congolais peuvent voilà, donner ne fût-ce que 100 francs pour soutenir, c'est quand même une action d'intérêt général. Ah oui, C'est oui, ça le oui. problème. Oui, c'est important. On n'a pas C'est besoin important d'apporter ce des que tu fais. millions, des milliards, des dizaines, des milliers, mais même le peu qu'on a, 100 francs, 200 francs CFA, les Congolais peuvent le faire. Mais le problème, c'est quoi, M. Christian? Il faut que nous sensibilisons, il faut qu'on indique là où il faut déposer. Parce qu'on n'a pas assez d'informations sur cette question-là. Nous pouvons en parler aux militants. Il faut que vous fassiez une émission spéciale sur cette quête-là. Non, Là, le pour qu'on problème sache avec la par caisse, où déposer. évidemment, il y a des, comment vous appelez ça, comment ça fonctionne en fait? Il y a des mobile money, je crois, au Congo-Brazzaville, et il y a des numéros qui sont affichés sur les réseaux sociaux où les gens peuvent participer, faire un petit mobile money de 200 francs, pourquoi pas, de 500 francs CFA, ça ne coûte absolument rien. Et puis, voilà. Et comme ça, comme qui dirait, plusieurs rivières qui se croisent, c'est quand même le... Voilà, et puis ça peut apporter, ça peut servir. Mais bref, on va continuer. Donc, alors, à côté de cette plainte pour détournement de 14 000 milliards de francs CFA, il y a une autre qui porte sur, évidemment, la cession des terres. Une plainte, évidemment, qui a été, je crois, qui est en cours pour demander l'annulation des accords de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda. Vous avez aussi eu vent ou bien vous êtes informé de ce qui se passe sur cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je voudrais comprendre la posture, puisque bon, vous ne parlez pas, vous n'allez pas quand même parler au nom de Yuki, parce qu'après, on va vous accuser d'avoir usurpé des responsabilités. Mais vous, en tant que politique congolais, quelle est votre posture Bon, sur cette affaire de cession des terres arabes du Congo-Brazzaville au Rwanda? bon, en fait, je crois que celui qui ne peut pas accepter qu'il y a un refus total de la population, du peuple congolais, parce que les terres sont euh, constituent la personnalité euh, traditionnelle du Congolais, c'est inaliénable. Et ce qui s'est fait, tout le monde est conscient que ça n'a tout pas l'approbation de la population. Et c'est pourquoi je crois que ça n'a plus la même ampleur. Ce qui est regrettable, c'est, bon, moi je pense que le silence d'entretemps prouve à suffisance que les autorités ont compris les messages du peuple congolais, le refus du peuple congolais. Là, ce qui est gênant, c'est que l'État ne défend plus la souveraineté de notre pays. Parce que lorsque les Rwandais viennent nous donner des leçons, et quand on sait bien qu'il y a eu des émissions que nous avons suivies et qu'il était clairement démontré que ces terrains ont été cédés et qu'on vienne nous dire, bon, qu'on vienne avancer des arguments, qu'à cela ne tienne, moi je lance un appel au gouverneur de la République, au président de la République, de fournir vraiment des efforts pour donner le temps, pour donner le temps de faire en sorte que la corruption soit totalement détruite, de redonner l'identité du Congolais. Parce que même l'université en Afrique, les Bongo et autres sont venus fréquenter ici au Congo. Le Congo était premier en Afrique. Le Congo a lutté contre les colons. Nous avons eu l'indépendance sans qu'il y ait une guerre, grâce aux patriotes. Il faut que le système d'éducation soit revu. Or, au Congo, nous constatons que les gouvernements mettent les mécanismes pour accentuer l'analphabétisme au Congo. Et donc, ils doivent mettre des mécanismes anti-corruption, comme ce qu'est en train de faire
euh, Tshisekedi à Kinshasa, avec le contrôle financier. Et donc, on ne peut pas vendre les terres congolaises. Parce que sinon, si on vend les terres, qu'est-ce que nous allons devenir? Et quand vous vendez, vous vendez. Bon, ils ont refusé, hein. Ils ont dit que les terres n'ont pas été vendues. Mais nous leur lançons l'appel pour qu'ils comprennent que si cela est vrai, qu'ils reculent. Parce que le peuple n'est pas d'accord. Qu'ils essaient d'écouter ne fût-ce que ça. Écouter les voix des populations. Et qu'est-ce que ça Parce qu'il donne, ne nous reste que la terre. pardon, René, qu'est-ce que ça donne dans le milieu, j'allais dire Yuki? Je sais que c'est un grand parti, aussi très influent, on l'a vu, hein, lors de la dernière élection présidentielle. Lui, était, bon, ce crime, il faut le dire, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais dit réellement de quoi, parce que c'est un décès entouré de miracles. Il avait d'abord été menacé public, menace de mort. Les vidéos existent encore. Et voilà, le jour même de l'élection, il décède. On met à côté l'article, je crois, 70 de la Constitution qui voudrait qu'en cas, par exemple, d'indisponibilité d'un candidat, que l'élection soit annulée. Ils ont fait un passage en force, ça prouve beaucoup de choses. Et depuis là, le gouvernement congolais ne s'est jamais prononcé sur la mort d'un candidat de cette carrure, de cette envergure, qui était Guy Brice Parfait Kolela. Et donc, je suppose que s'il n'avait pas été voilà, assassiné, je suis responsable de ce que je dis. S'il n'avait pas été assassiné, c'est fort probable qu'il ait gagné cette élection. Mais curieusement, jusqu'à la date d'aujourd'hui, le gouvernement congolais n'a jamais dit mot sur ce décès. On va dire mystérieux. Et donc, c'était pour dire que l'UDH-UK, c'est quand même un grand parti. Je ne sais pas s'il a gardé, évidemment, cette stature. Bon, là encore, on va regarder ce que ça va donner à la suite, bien sûr, de vos négociations, mais on retient que c'est un grand parti. Qu'est-ce que ça dit dans le milieu, par exemple, de Yuki, concernant, bien sûr, les accords de cession de terres arables? Non, Quel est le bruit mais qui monte? il y a une indignation. Vous savez que nous avons un programme spécifique, Yuki, avec le PPRC. Ah, c'est un programme spécifique avec la décentralisation et les provinces. Mais lorsqu'on parle des provinces, c'est lié aux terres. L'UDS qui a un grand projet de développement, un grand projet de décentralisation. Donc, on ne peut que s'indigner. C'est pour cela que nous tenons à vite aller au Congrès pour qu'il soit doté de son parti, pour que nous discutons. C'est des humains, M. Christian. Nos frères du pouvoir, là, c'est des humains. À un certain moment, lorsqu'on leur dit des choses, qu'on s'est bien dit, parfois ils reculent. Là, par exemple, qui croyait qu'ils allaient renoncer à cette procédure de vente? Ça fait du bien. Donc, l'UDH Yuki ne peut pas être en marge de la volonté populaire. Yuki, c'est un parti de masse. Il ne peut qu'être mécontent et satisfait aujourd'hui, si cela est bien vrai, que cette affaire de cession ou de vente est simplement une rumeur, malgré les images et tout. On s'en tient à ce qui se dit. Et donc, Bon, Yuki, ben moi, je vous posais cette question simplement parce que je sais qu'il y a une bonne partie, hein, les zones qui ont été identifiées, hein, à céder, bien sûr, ou qu'ils ont déjà cédé. Bon, voilà. Mais je crois qu'ils ont déjà cédé. La preuve, lorsqu'on écoute l'ambassadeur rwandais Théoneste Mutinda, on comprend très bien que ça a déjà été cédé et ils sont dans une logique où ils veulent mais vraiment faire un passage en force. Et donc, je disais, les zones qui ont été cédées, parmi elles, il y a le pool. Or, le pool, c'est le fief de l'UDH-UKI. On ne s'en mentira pas parce que finalement, chaque parti au Congo-Brazzaville a un fief, ça on le sait, hein, c'est des partis. Voilà, et donc, voilà pourquoi je vous posais cette question, parce que j'ai aussi suivi certaines
déclarations qui commençaient à monter où les jeunes, bien sûr, du pôle se disaient, ben non, si vous venez toucher à nos terres, c'est une provocation. Mais bref, alors on va donc terminer avec cette émission. Le temps est presque à la fin, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à dire, mais dont je ne vous ai pas, peut-être je n'ai pas eu la présence d'esprit de vous poser la question. Bon, en tout cas, Monsieur Christian Perrin, merci beaucoup. Je voulais dire que si le Congo, le peuple congolais vit cette misère, vit cette arnaque, c'est parce qu'il n'y a plus de patriotes. Et c'est pour cela que nous regarderons avec vous une émission en ligne pour la formation politique. Parce que les hommes politiques de la poigne d'André Guénard Machoua, les patriotes, comme les Opango et autres n'existent plus. Et donc, parce que si le pouvoir en place a faire aux patriotes, on ne peut pas laisser le temps qu'on a donné. On a été trop, en fait, laxiste. Et donc, je lance un appel au patriotisme. Il faudrait que nous nous efforçons de redevenir les Congolais d'antan. Parce que ce qui se passe, le Congolais ne pouvait pas accepter. Le Congo était un exemple. Aujourd'hui, le Congo a été au même point de pays non alignés comme la Chine. Mais aujourd'hui, le Congo est le dernier en Afrique. C'est honteux. Ça ne nous ressemble pas. Toutes les usines et toutes les entreprises ont fermé. Même Total, là, on a pensé, on n'arrive pas à reconstruire. Non. Donc, nous devons nous ressaisir pour des questions de dignité et de souveraineté nationale, pour que nous réveillons pour défendre le pays pacifiquement, que les membres du gouvernement se ressaisissent aussi pour que nous pensions d'abord au pays au lieu de penser bien individuel. Et surtout au président de la République qui doit vraiment s'efforcer de donner le temps, surtout qu'il reconnaît que le fruit, le verre est dans le fruit. Il faut donner le temps, il faut qu'on ait dur. Il faut vraiment qu'on ait dur. Il faut qu'il y ait des arrestations au niveau des ministres pour, au lieu d'arrêter les pauvres civils, les pauvres qui font des masses, qui ne font que dire la vérité. Je crois que les premiers à arrêter, c'est les ministres des gouvernements qui sont en train de piller le pays. Et au lieu de voir ce qui se passe un peu au Gabon aujourd'hui, ça évolue bien. Et donc, c'est un message de prise de conscience pour que le Congo redevienne le modèle de l'Afrique centrale. Et donc, voilà. Merci beaucoup pour que le Congo redevienne le modèle de l'Afrique centrale. Tout est volonté politique parce que dans tous les cas, quand il n'y a pas la volonté politique, rien ne peut changer. Et là, ça commence quand même à inquiéter parce que nous avons relevé ici, rappelé un fait inédit et qui indigne tous les Congolais de voir un voleur, connu voleur, détourneur des deniers publics. Il a piqué quand même 6 milliards à la CNCS et beaucoup d'argent à l'armée, comme qui dirait. Il a été viré de l'armée et le revoir encore directeur, je ne sais pas, dans une structure de la place, je crois que c'est un très mauvais exemple, c'est un très mauvais message qu'on envoie aux Congolais. Mais comme vous l'avez dit, probablement qu'ils vont se ressaisir parce que si, pour être finalement promu à un poste, nommé à un poste, il faut avoir volé, détourné, je ne sais pas où est-ce qu'on ira avec voilà, le Congo-Brazzaville, mais ça interroge, ça commence à inquiéter. Ça inquiète parce que j'ai insisté là-dessus simplement parce que lorsque Anatole Koliné-Makosso arrive à la primature, son premier discours était la restauration de l'autorité de l'État. Mais là, il vient de poser un acte tout à fait opposé, diamétralement opposé à ce qu'il avait en fait, promis aux Congolais. Mais bon, les promesses, en plus, n'engagent que ceux qui y croient, malheureusement. Merci René Mokono d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes un membre du Conseil national de Yuki et président départemental de ce parti à Pointe-Noire. Merci donc d'avoir été avec nous et nous vous souhaitons donc bonne chance
Sinon, bonne réussite pour ce dialogue qui est en cours, dans l'espoir que Yuki va retrouver ses lettres de noblesse et pourrait donc reprendre sa place dans le giron politique congolais. Merci En d'avoir tout cas, été. merci, Monsieur Puissant. Je vous Merci, en prie. merci beaucoup. Je vous en Merci prie. beaucoup. Que le Tout-Puissant vous accompagne dans cette lourde mission et que Congo vraiment soit ce pays-là qui va faire en sorte que l'Afrique centrale euh, soit le patron du développement de notre pays avec une multitude de richesses. Que le Seigneur soit avec vous. Merci Merci. René. Mesdames, Messieurs, vous avez compris, c'est la fin de cette émission où j'ai reçu René Mokono. Merci de nous avoir suivis. Les petits gestes, vous les connaissez. Surtout, n'oubliez jamais, s'il vous plaît. Je sais qu'à un moment donné, ça peut devenir agaçant de vous le rappeler, mais c'est très important pour nous. Lorsque vous cliquez sur le petit bouton en bas, le pouce levé, bien sûr, pour liker, il est une question de dire que vous avez apprécié et puis partager pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs, à mieux informer les Congolais. Et c'est toujours bien de vous lire aussi en commentaire, de nous dire ce que vous pensez de ce que nous disons, de ce que nous faisons, de ce que disent nos invités. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.